Tous, ce soir, le 18e épisode, c'est ça, je crois, de The Walking Web. J'ai le plaisir avec moi d'avoir ce soir avec moi Johan en exclu invité spécial, alias Dune, que vous connaissez. C'est grâce à lui qu'on Salut. voit nos portraits sous forme de zombies. Et pas que ça d'ailleurs. J'ai avec moi aussi Kabarok. Salut Kabarok. Salut Geoffrey, JP, salut à bienvenue et tous. puis content de te voir aussi. J'ai avec moi Tony. Salut Tony. Salut, salut. Salut Tony, il a pas pété un câble parce que c'était compliqué de se connecter Putain ce de soir Hangout. Il sur faut Non, Hangout. savoir mais que il a Nordine, que tu vas super bon présenter, contrôle quand même. tu vas présenter Nordine dans 2 secondes, mais il a été obligé de partir sur Firefox Et pour voilà. aller sur Hangout. C'est Et on très a spécifique. Nordine. Donc Nordine, bienvenue à toi, bienvenue sur The Walking Web. C'est la première fois que tu es ici, on est très content de te recevoir. Est-ce que en 2 mots tu peux te présenter assez rapidement et on reparlera tranquillement par la suite. Oui, je suis Nordine, directeur créatif et technique chez Dowino. Voilà. Et voilà. Et récemment, tu as lancé une campagne d'un jeu qui s'appelle Donc, Blind Legend. Blind Legend. De quel jeu il parle déjà? Blind Legend. Et donc c'est un super jeu et ce sera justement le gros sujet de cette semaine, de cet épisode. Voilà. Est-ce que Tony, tu as un petit truc à nous dire par rapport au Previously? T'as écrit un article récemment, raconte-nous. Ouais, bah, étant donné qu'on parle un peu de jeux vidéo et que c'est un peu la Coupe du Monde du foot, c'est vrai que j'ai lancé un article il y a pas longtemps qui concerne FIFA, parce que je suis un gros joueur de FIFA. J'invite à tout le monde à venir faire des matchs contre moi sur FIFA. Je suis chaud. Et du coup, j'ai écrit un article puisque ça fait un moment que je pense à cette idée je comprends pas en fait pourquoi dans les simulations de sport on peut pas jouer à l'arbitre. Donc j'ai écrit tout un article sur C'est vrai. Medium. Et c'est marrant parce que tu m'avais parlé, toi, Geoffrey, c'était un podcast que tu avais écouté par rapport à un sujet, bon, pas exactement pareil, mais un peu similaire sur le côté humain des jeux vidéo. Et Mhm. du coup, bah, c'est quand tu vois on arrive à des simulations qui sont magnifiquement réalisées, ça me semble assez incompréhensible de ne pas prendre en compte le rôle de l'arbitre. Et voilà, je parle un peu du côté pédagogique que ça peut apporter, le fait que bah, ça apporte une vraie jouabilité. J'ai imaginé aussi toute une UX qui serait orientée exprès pour le jeu. Donc voilà, c'est un petit article. Ouais, je vous J'en ai invite pas à vu le, ailleurs pour l'instant. Donc je vous voilà, invite à le lire sur Medium et le titre de l'article s'appelle Libre Arbitre. Et c'est en ça. plus, justement, ce qui est plutôt chouette dans l'article de Tony, c'est qu'il y a des images, il y a des maquettes, il y a des interfaces, et ça rend concret presque. On a presque envie de jouer à l'arbitre dans certains Ouais. jeux, et les questions soulevées sont intéressantes. Donc, Et je tiens à dire que moi, je ne suis pas du tout un joueur de jeux vidéo de foot, ça m'intéresse pas vraiment. Mais je me dis que jouer à un arbitre, bah, ça pourrait être sympa. Et Ouais, c'est peut-être que clair. ça pourrait être l'occasion de me donner envie, quoi, d'essayer ce type de Alors truc. ouais, justement, je parle de ça moi dedans. Je dis justement quand on souvent à FIFA, t'as les différences de niveau entre un mec et t'as tout le temps le mec à côté qui est en soirée qui sait pas trop jouer à FIFA et bon du coup il va pas jouer quoi. Et bah là du coup je dis que ça peut être une alternative pour éviter de mettre un mec sur le côté et que en plus je prends le cas FIFA mais on peut imaginer tout un tas de sports. Hein. Ça Bah, peut tous les être sports, en fait. ouais Ouais, tous tous les les sports sports. Donc collectifs, en fait. et c'est vrai que c'est incompréhensible que tu puisses pas même je pense à la profession des arbitres. Bah, les mecs ne peuvent pas jouer leur propre rôle dans un jeu. Donc c'est un peu dommage. pensons aux arbitres. Voilà. Voilà, Donc, pensons aux arbitres. Je lutte pour les arbitres. ensuite, dans les news, on avait JP, tu voulais nous parler de Google Gesture aujourd'hui. Alors oui, donc le projet Google Gesture, qui n'est pas un projet Google comme son nom l'indique ou ne l'indique pas, en fait c'est une vidéo fictive qui circule sur Internet, réalisée par des étudiants de Stockholm, qui ont en fait inventé ou imaginé un service qu'aurait pu développer Google, et qui est en gros un service qui permettrait de traduire en son les gestes. Donc quelque chose de très intéressant, puisque ça permettrait à une personne on va dire muette, qui parle avec le langage des signes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir traduire les signes en direct avec une personne qui parle. Donc la vidéo est vraiment très bien faite. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que même si le service est fictif, c'est quelque chose qu'on imagine vraiment pouvoir exister un jour, et qui rentre, je trouve, un petit peu dans la démarche de Google de diffuser le plus largement possible l'information. Mais dans ce service, ils utilisent, ou on va dire, quelque chose qui existe déjà, puisque il s'agit de l'objet connecté, le bracelet Maillot, vous savez, qui Mhm. permet de contrôler les mouvements avec ses muscles. Tout à Que fait. j'attends depuis, pour info, j'ai pris le Kickstarter il y a à peu près 5 ans et demi et j'ai toujours D'accord. pas
Je l'ai testé récemment. Peut-être un jour, ne désespère pas. C'est ça. Alors, en tout cas, c'est une utilisation qui pourrait être faite de ce genre d'outil. Et je pense que si ça a aussi bien buzzé sur Internet, c'est parce que c'est pas complètement délirant en fait comme projet, et il y a des vraies utilisations, des vraies utilités. Et je trouve ça assez intéressant. Merci JP. Donc à tester Google Gestures. On vous mettra évidemment les liens sous l'article sur le Et site je de poste Thibaut aussi Pinouel. je tweete tous les liens là. Je me suis préparé Ouais. à l'avance, je suis chaud. Nordine et Dune, je sais que vous n'êtes pas habitués, on est des gros parleurs, donc n'hésitez pas à nous couper la parole, à rentrer dans la discussion. Tout à fait. Ouais. Pas de souci. N'hésitez pas. Ok. N'hésitez pas. D'ailleurs, en parlant de gros parleurs, Tony, tu avais un truc à nous dire sur une école à Montpellier qui s'appelle ArtFX. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah en fait, là, je sais que c'est chaque année, tu sais, il y a comment l'école à Paris qui sort j'ai plus le nom en tête, l'école parisienne la plus connue au monde. Gobelin. Les Gobelins, voilà. Donc, t'as les Gobelins qui sortent les films. D'ailleurs, notre affiche a été faite par un des Gobelins, juste pour info. Ah bah, Très ça fait très plaisir, joli, ça. très joli Ouais, affiche, d'ailleurs. Ouais, 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 super. très sympa. Moi, j'adore aussi votre illustration sur le site, sur votre site. Ça me fait penser un peu au jeu dont on parle, qu'on n'arrête pas de parler. Ouais, non, pas Limbo. Ouais, là, ça c'est l'affiche, mais plus le jeu qu'on n'a pas arrêté de jouer, Monument de Valais. Oui. Le cube que vous avez là sur Domino, là, Dowino, il est très sympa aussi. Ça. Merci. Et Du coup. Ouais, non, mais du coup, donc les Gobelins, c'est souvent une école dont on parle, et c'est vrai que c'est assez difficile ailleurs d'en trouver. Il y en a, je sais qu'à Nantes, on parle souvent aussi des écoles nantaises, puisque je rappelle que Dune est de Nantes. Mais dans le sud, j'ai plein de jeunes qui me demandent à chaque fois un peu où aller, et il y a une école dont je voulais parler qui est Artefix, qui est à Montpellier, et qui est spécialisée dans le motion, la vidéo, et qui sort justement, puisqu'on parle de jeux vidéo aujourd'hui, qui sort un programme dédié aux jeux vidéo. Et il faut savoir qu'il y a les studios d'Ubisoft qui sont à Montpellier, qui font par exemple Rayman, et qui sont aussi sur le dernier jeu que je vous invite à tester, qui est vraiment génialissime, sur la Première Guerre mondiale. Qui est le soldat inconnu. Soldat inconnu, superbe ce jeu. Ouais, et qui est vachement intéressant parce que c'est une sorte de BD animé qui est super pédagogique avec des illustrations et toute une histoire et des quêtes et on pourra en parler, mais tout à l'heure je te posais des questions Nordine sur tout ça parce que c'est je trouve des types de jeux un petit peu qui sortent du lot en mode indépendant. Et d'ailleurs, faut savoir que le studio Ubisoft à Montpellier, il est vraiment complètement détaché des studios. Des gros jeux en fait. Montréal et voilà, de Montréal ou même parisien. Et c'est vachement bien, je trouve, qu'il soit dans ce type de jeu. Et tout ça pour dire que voilà, l'école, je donnerai plein de liens aussi dans l'article parce qu'il y a plein de films qui sont sortis qui mélangent UX, DataVis. Et dont je crois que j'ai mis le lien, Geoffrey, c'est ça, dans JP, tu pourras le tweeter, qui est une vidéo très sympa, qui a un univers et c'est des jeunes qui font ça. Donc n'hésitez pas à aller voir pour tous ceux qui habitent le sud comme moi, d'aller voir cette école qui me semble très très intéressante. Voilà. Et j'ajoute aussi pour ceux qui sont autour de la région lyonnaise, une autre école, je suis obligé d'en parler, j'y suis passé en tant que prof quelques années, c'est l'école Bellecour. Qui a aussi, donc, Nordine, tu dois connaître, qui a une section game design, concept art, réalisation 3D. Oui, on a game designer de Gamecourt, game designer, level designer actuellement chez nous, là, de Bellecour. Très bon. D'accord. Super. D'accord. Hein. On les salue. Voilà. Tout se recoupe. Donc, je poste le lien sur les deux écoles. Ouais, c'est vrai, Nordine, qu'on n'a pas dit, mais vous êtes à Lyon, c'est ça, hein, vous êtes un studio français basé à Lyon. Oui, c'est à côté, quoi. Enfin, c'est la même agglomération. Ok. Ouais, ça serait bien un jour de vraiment s'orienter sur un sujet autour des écoles et de citer et peut-être de recevoir des. J'ai essayé d'en avoir là des petits jeunes qui sont justement en game design et tout, mais vu que c'est un peu un nouveau, on en parlera aussi dans le gros sujet tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment des métiers qui vont exploser avec tous les studios indépendants qui sortent et l'explosion du jeu sur mobile. Donc je pense que donner des liens des écoles, des meilleures écoles en France, ça pourrait être vraiment cool, quoi, et recevoir surtout des jeunes qui nous parlent de ça. Je sais pas vous, mais quand moi j'étais ado, que je jouais aux jeux vidéo, je rêvais qu'un jour existe des formations de jeux vidéo. C'était pour moi quelque chose. C'est impossible que ça puisse exister. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait accepté, normal. Voilà.
Moi, je constate aujourd'hui, en tout cas, que le jeu vidéo, c'est un peu comme la musique, quoi. Il y a des gens qui ont le sens du rythme qu'ont l'oreille et qui prennent un instrument, ils arrivent tout de suite très vite, en tout cas, à le maîtriser. Il y en a d'autres, il va falloir de nombreuses années pour avoir un résultat qui est quand même assez scolaire. Je trouve que dans le jeu vidéo, c'est un peu pareil, quoi. Maintenant, il y a des écoles qui permettent de former des game designers, level designers, mais j'ai l'impression que si t'as pas la fibre ou que t'as pas ça dans le sens, c'est quand même assez laborieux ce que tu vas produire derrière, ce que tu vas sortir, quoi. L'école, encore une fois, c'est génial, mais c'est pas tout. Oui, mais je pense que Yo, il va pouvoir en parler d'une, parce que c'est pareil avec l'illustration, en fait. Mais je pense que en fait, je pense que c'est lié vraiment à tout ce qui est, à tous les milieux qui sont des passions aussi en fait à l'origine. Et je pense que si tu viens là juste parce que la lumière est allumée, bah tu vas pouvoir faire des choses parce qu'on va te donner des outils dans les mains. Mais je pense que si t'as une passion vraiment qui t'anime pour telle ou telle chose, et effectivement pour l'illustration, c'est pareil, c'est que si tu as la curiosité à côté, tu vas pouvoir développer plus rapidement voilà, tout l'affect et toute la sensibilité que tu peux apporter dans ton travail, quoi. Ouais, déjà là tu le vois, on est par une formation pour on va dire progresser, ou tu es entièrement autodidacte? Moi? Non, d'une. Pardon. Par rapport à l'illustration, en fait, non, c'est bien sûr que dans la formation, moi j'ai fait l'école Pivot en fait à Nantes. Et, très bonne école aussi. Hein. Ouais, alors moi aujourd'hui je sais pas trop où ça en est, mais en tout cas oui, c'était une bonne école, voilà, et peut-être encore aujourd'hui certainement, mais le mec a envie de dire que c'est une école de merde. Je peux pas dire ça, mais non, moi c'est non, c'est pas le cas, mais bon, voilà. En tout cas, nous à l'époque, effectivement, on avait dans la section dans laquelle on était, c'était la section de graphiste. Donc, mais en fait, on avait aussi beaucoup d'illustrations. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que t'es dans des écoles, enfin, t'es dans une école où, en fait, t'es dans des classes où on est une bonne trentaine. Et malgré tout, tu as un peu l'impression d'être comme à la fac, et c'est bien normal en fait par rapport au domaine dans lequel dans lequel tu navigues, c'est que le prof qui est là, qui est professionnel ou pas, et la plupart du temps il l'est, il te délivre des conseils, des choses, mais en fait c'est à toi de construire, et c'est à toi d'aller chercher en fait. Donc si tu viens là dans ces cours-là, voilà, faut que toi-même tu sois curieux, quoi. Ouais. Bon, on est déjà en train de bouffer le gros sujet, on se fait engueuler par Geoffrey, c'est normal. T'es là pour ça, Geoffrey. Ça m'a perturbé en fait. C'est le libre arbitre, hein. Le mec est là pour mettre le carton jaune, attention, vous partez en live les mecs. On continue les news, alors il y en avait d'autres, moi je voulais vous parler d'une petite news, c'est un article sur Medium également que j'ai lu qui s'appelle How a Password Changed My Life, et c'est l'histoire d'un mec qui raconte comment est-ce que le fait de changer son mot de passe a changé sa vie. Alors au début j'ai trouvé ça un petit peu étrange, etc. Et en fait il raconte que un password, on le tape je ne sais combien de fois dans la journée, en théorie il faut en avoir plusieurs, on est d'accord, mais voilà, il a l'occasion de taper 5 fois, 10 fois, 15 fois son password dans la journée. Et en fait il s'est dit voilà, son password, il va en écrire, il va l'écrire pour le motiver. Il va faire un motivational password. Et au début, son premier password, c'était pour oublier son ex-copine ou son ex-femme, je sais plus. Et c'était forgive at her, oublie-la en quelque sorte. Et en fait, il a réussi avec le temps ensuite à oublier sa compagne. De la même façon, il a écrit aussi quit at smoking forever, arrête de fumer pour toujours. Et au bout de quelques jours et quelques mois, ça s'est bien imprimé dans son cerveau et il a vraiment arrêté de fumer. Alors il a écrit, voilà, on dirait que c'est du bullshit, mais c'est vraiment vrai. Et puis après, il voulait faire un voyage en Thaïlande, par exemple. Et il a écrit save for trip at Thailand en tant que mot de passe, évidemment, qui tapait tous les jours. Et au bout de 3 mois, il a mis assez d'argent de côté pour aller en Thaïlande. Tiens, moi, je vais me mettre un password, je veux être riche. Ça, je sais pas si ça va marcher, ça. Je pense que je veux être riche, c'est pas. Est-ce que tu peux te motiver à être riche? Je sais pas. Moi, je mettrais des trucs plus personnels et plus anatomiques, mais bon. Voilà. Un complexe peut-être. C'est vrai que cette histoire est géniale. Hein. J'avoue que le billet et l'article est super intéressant. Ouais, aussi. Une belle histoire, une beau storytelling américaine. Je sais pas du tout si c'est vrai, hein, mais j'ai envie d'y croire. Oui, j'y crois aussi. Et puis surtout, que ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit ce qui marchait, économiser de l'argent, quitter sa copine, etc.
et ce qui marchait pas. Manger 2 fois par jour, par exemple, ça n'a pas marché. Ouais, mais ça fait vraiment. On aurait dit qu'il avait mis ça pour la blague, quoi. C'est un truc qui marche pas pour les faire rire, quand même. Tu vois, c'est tellement parfait le truc. Mais bon, ça fait du bien. C'est du bien. Et il termine son histoire sur demander sauver de l'argent pour acheter une bague. Et à la fin, il dit que voilà, il a demandé à sa nouvelle copine, il l'a demandé en mariage et elle a dit oui. Donc c'est le mec il donne la fin, quoi. Le mec il a donné la fin, quoi. Ouais, tu viens de spoiler là. Il a spoilé. J'ai envie de pleurer, quoi. Il a spoilé l'article, quoi. On peut parler de Game of Thrones si vous voulez. Alors je vais poser tout de suite. Merde, on a perdu JP. Déconnez pas, donc, les gars, on gueule pas avec ça. Donc l'article est sur Medium, une fois de plus. Et donc voilà. Et ensuite, Tony, tu voulais nous parler en termes de news. Il nous reste 3 news. Une news de Tony sur l'expérience étoile eau étoile. Je ne sais pas ce que c'est avec l'Oculus Rift. Ouais, c'était un petit peu un WTF, ça c'est un truc qui est sorti. En fait, tout ça parce qu'il l'a précommandé, quoi. Ça m'énerve. Ouais, je l'ai précommandé, c'est vrai. J'ai hâte de le recevoir. Mais d'ailleurs, tu nous en parleras tout à l'heure, savoir Nordine, si toi tu suis un petit peu tout ça, les délires autour de l'Oculus Rift. Moi, je suis beaucoup le truc en plus loin que le jeu vidéo. Ça m'intéresse par exemple de voir les utilisations que les gens peuvent en faire avec un drone par exemple. Il y a aussi, et là l'utilisation est vachement marrante, c'est un mec donc qui a mis un système de GoPro qui est derrière lui, et quand il va mettre son Oculus sur les yeux, il va voir en fait la scène dans laquelle il est, il va la voir à la 3e personne, donc exactement comme tu le ferais dans un jeu vidéo. Donc c'est complètement taré, hein. C'est complètement taré, hein. Mais le mec du coup, la mise en abîme, quoi. Voilà, le mec vit dans sa propre vie à la 3e personne. Donc faut aller voir le truc parce que c'est bien barré. Et j'avoue que moi l'Oculus, on aurait eu Jérém, je pense que puisque gros bisous à Jérém et à Francis qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Ouais, mais Jérém m'aurait certainement insulté parce qu'il déteste l'Oculus Rift. Mais moi, je vois pas pourquoi par contre. Parce qu'il dit que ça fait vomir. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai. Non, mais il a pas testé le nouveau. C'est vrai jusqu'au mois d'août, parce que là, normalement, il y a la nouvelle version qui sort et qui, pour le coup, ne fait plus vomir. C'est marrant parce qu'avant les iPhones, c'était, on a le copier-coller. Maintenant, c'est l'Oculus Rift, c'est la version qui fait pas vomir, quoi. C'est ça. Et bon, faut savoir que j'ai acheté le truc sans avoir testé, sans rien. Hein. C'est vraiment un achat. L'enfant. Ouais, mais non, j'avoue que ça me passionne. Cette nouvelle truc virtuel et tous les délires qui sortent autour. J'ai vu par exemple le truc que tu fous sur le torse. J'ai vu aussi les poignets ou les mains. Tu bouges les mains dans le jeu et même dans des univers autres que du jeu vidéo. Ça me passionne et j'ai hâte de pouvoir tester. Enfin voilà quoi. Donc allez voir cette petite vidéo parce qu'elle est bien marrante quoi. On fera peut-être un épisode spécial Oculus Rift quand tu auras reçu le tien. Si tu veux, franchement, je suis chaud avec des gens d'Oculus, ça serait vraiment génial. Ça serait moi, génial, je suis assez critique aussi sur l'objet en lui-même et récemment j'ai blogué un genre d'Oculus Rift en carton. Le mec avec son simple téléphone, il a produit exactement la même sensation. Un genre de truc en carton pour $1, en gros, t'as un Oculus Rift. Quoi. Mais bon, on en reparlera. Ouais, de toute façon, après c'est un vrai truc de gamer. Hein. Je pense que déjà à la base, si c'est pas gamer, mais pas que, franchement. Non, pas que. Qui peut être mortel. Hein. Ouais, y a des. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nordine, là, l'Oculus Rift, j'avais vu principalement surtout des vidéos de gens qui les utilisaient. J'ai eu l'occasion, c'était il y a 2 semaines, d'utiliser pour la première fois. C'était au Game for Change Festival à Paris et il y avait un truc qui m'a vachement plu. C'était en gros, tu les mettais, t'étais dans la peau d'un SDF de la rue et t'avais la main comme ça qui était tendue en permanence, quoi. Donc quand tu tournais la tête, t'avais la main qui suivait, tu vois. Et tu voyais les passants passer devant toi et donc c'était pour te sensibiliser un petit peu à l'indifférence que subissaient les SDF tout au long de leur journée, quoi. Et en fait, c'était super intéressant parce que pour le coup, ça n'a pas été utilisé du tout dans un vrai jeu à proprement parler, mais c'était un design vachement jeu et le propos était vraiment mortel, je trouve, quoi. Très bon exemple. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Je pense qu'il va y avoir énormément d'expériences un peu comme ça qui vont sortir complètement du jeu vidéo. Et voilà. Bon, ça, c'est un truc. Effectivement, je pense qu'un petit épisode spécial Oculus Rift sera cool, quoi. Avec une introduction peut-être sur le cobaye. Puisque tu avais du bass, tout ça. Ouais, carrément. Est-ce que le travail gratuit on le garde pour le what the fuck ou est-ce qu'on le fait en news? JP.
Comme vous le sentez, est-ce que c'est vraiment un what the fuck? Je sais pas, c'est pas très drôle quand même comme sujet. Non, non, bah vas-y, parle-en rapidement, ouais, vas-y. Donc le travail gratuit, c'est une nouvelle assez récente. Pour rappeler un peu les faits, il s'agit en fait de la colère d'une profession, de graphiste, de métier de la création, illustrateur, etc. Le 26 mai dernier, Axel Lemaire, donc secrétaire d'État chargé au numérique, a visité une boîte considérée vraiment comme un modèle de réussite. En fait, ça utilise ce qu'on appelle voilà le perverted crowdsourcing. Hein, donc c'est une entreprise qui va mettre en concurrence des centaines de graphistes pour un client. Un seul va être rémunéré. Et bon, derrière, les statuts sont quand même assez flous. Et en fait, derrière, les graphistes l'ont très très mal pris parce que on considérait que c'était vraiment pas du tout un modèle à suivre et que c'était plutôt même limite à la limite un peu de la légalité, puisque derrière c'est une entreprise qui est accusée d'exploiter finalement des travailleurs, d'exploiter des travailleurs qui sont des fois non déclarés pour beaucoup. Et donc derrière, il y a aussi une concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que sortie des règles légales qui encadrent la concurrence en fait professionnelle. Donc il y a une lettre qui a été écrite il y a 2 jours à peine pour alerter sur justement les problèmes de ce projet, du crowdsourcing, qui est à la base quelque chose quand même de très positif. Hein, il faut quand même le dire. Le crowdsourcing, c'est pas forcément négatif. Et du coup, en 2 jours, on arrive presque à 5000 signatures. Donc c'est énorme, tellement sur travailgratuit.com. Voilà, donc sur travailgratuit.com et tellement il y a eu tellement de mouvements que du coup Axel Lemaire a invité un certain nombre de graphistes pour venir discuter de ces projets, des graphistes dont je crois tu fais partie, Geoffrey. Apparemment. Tout à fait, je sais pas comment tu es au courant, mais écoute. On sait tout, on sait tout nous. Faut le savoir. Oui, c'est en juillet, j'ai noté ça dans mon agenda, oui, le 21 juillet, rendez-vous au ministère, je crois, pour discuter avec Axel Lemaire, avec l'entreprise Creads, pour ne pas la citer, hein, qui sera sûrement là, je crois. Du coup, t'as prévu un sabre? Est-ce que t'as prévu un sabre ou un samouraï, quelque chose, non? Non, un petit coup de kick, ça suffit. Tu connais pas mon petit coup de kick. Et donc voilà, donc je vous raconterai, je sais pas du tout comment ça va se passer, etc. Si je peux me permettre, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que en plus de ça, du fait de travailgratuit.com, je trouve dommage qu'en fait, il n'y ait pas un direct, enfin pas un direct, mais quand même, aujourd'hui, avec justement, là, comme on utilise, par exemple, Hangout, qui est pas quelque chose en direct pour suivre un peu le débat. Enfin, je trouve que c'est dommage que ça se passe en huis clos, alors que ça concerne énormément de personnes, et que, c'est... Ouais, mais tu voudrais faire comment? Ouais, là, c'est difficile ils sont obligés de prendre un peu des références. Bien sûr. Vrai que même ça risque d'être un peu le bordel, sinon, quand même. Même poursuivre, en fait. Oui, c'est vrai que on pourrait faire un truc où les autres suivent le débat, ouais, c'est vrai. J'espère qu'on pourra tweeter. Enfin, moi, personnellement, si je peux tweeter, je tweeterai avec grand plaisir. Et l'idée, en tout cas, la posture que moi j'ai par rapport à cette histoire, pour parler rapidement aussi, c'est que Axel Lemaire n'était pas forcément au courant de toute la mécanique qu'il y a derrière Creads. Et je pense qu'elle a trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une boîte, elle gagne de l'argent. Créatif. Ils sont dans le domaine, en tout cas, ils travaillent avec des gens créatifs. Et ensuite, c'est une startup française, donc évidemment, je pense qu'elle a voulu mettre ça en avant, mais elle n'avait peut-être pas forcément pleine conscience de ce que c'était. Les créatifs sur le web ont pris soin de lui rappeler de 1000 façons différentes, avec des lettres ouvertes, etc., etc. Avec cette pétition sur travailgratuit.com, pétition, j'espère qu'il donnera quelque chose, mais en général, les pétitions, je suis toujours assez stupéfait par leur non-impact parfois. Et puis cette rencontre-là qui va se dessiner, donc je suis très curieux, et si je peux me faire porte-parole, ou en tout cas, si je peux relayer des questions ou des messages de certaines personnes, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serai ravi. Déjà, ça a eu un impact, puisque justement, ça a déclenché un rendez-vous. Donc déjà, je pense quand même qu'elle y est vraiment pour beaucoup, puisque en 2 jours, recueillir 5000, et l'air de rien, c'est quand même des pros, je pense, à la base. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont de suite dit, ok, là, il y a vraiment, ça va trop vite pour que ça soit anodin, quoi. Tout à fait. Donc, Nordine, tu avais entendu parler de cette histoire de travail gratuit. Ouais. Moi, je trouve ça juste dégueulasse. En fait, nous, on fait travailler. J'ai bossé dans le web aussi énormément, en fait.
et que ce soit dans le web ou dans le jeu, on fait bosser nous, beaucoup de prestats externes. On répond aussi à des appels d'offres, publics ou privés, mais on fait jamais travailler quelqu'un de façon gratuite. C'est juste, pour nous, c'est pas tolérable. Donc, on n'aime pas trop non plus les deals du genre, tiens, bah, si tu nous fais ce truc-là, puis si on est pris, on te paye, et si on n'est pas pris, ben, c'est pas grave, quoi. Nous, on essaye vraiment de, on reste réglo tout le temps, et tout travail mérite salaire, quoi. Et Exactement. ces plans-là de mettre en complète des graphistes, enfin des créas sur des propales finalement définitives, travailler pour être définitives, être prête à être livrée, vendue, et pour rien. Enfin, moi, je comprends pas, mais bon, c'est propre à notre époque, ça me dépasse. Après dans le débat, on peut même aller plus loin. Ça peut aller jusqu'aux appels d'offres. Hein. Je sais que nous, dans le gang, on évite tout le temps à ça parce que moi, j'ai travaillé pas mal aussi pour les mairies et pour les conseils, le conseil général dans ma région. Et c'est carrément truqué. Et t'as la nana du truc du conseil général qui te le dit au rendez-vous, quoi. Elle te dit, vous inquiétez pas, on va faire le truc comme dans les règles, mais c'est vous qui avez le contrat. Donc c'est juste dégueulasse. C'est des trucs où tu perds ton temps. C'est des trucs où il y a des appels d'offres énormes où les mecs prennent les idées un petit peu à gauche à droite de tout le monde. Et puis c'est le copain qui va avoir. Donc moi je sais que c'est un truc qui m'insupporte. En même temps, là tu parles d'un truc. Donc là t'es vraiment sur à la limite la rencontre, la personne qui te le dit. Bon, peu importe. Mais aujourd'hui je vois même là ça serait limite, ça ferait office d'un autre sujet. Mais par exemple sur Dribbble. Moi, je reçois des demandes de boulot sur Dribbble. Oui, c'est pareil. Tu sens que c'est complètement impersonnel, c'est-à-dire que tu sens que la personne ne s'adresse pas à toi et que tu sens que elle s'est penchée sur le petit panier Dribbble. Bien joué, panier Dribbble. Et du coup, voilà. Le mec est bon, hein, le mec est bon quand même. C'est très très fort, Yoann. Pas mal. Et donc voilà, donc c'est pareil, tu vois, je trouve ça un peu. C'est vrai que sur Dribbble, c'est un truc que toi, moi, j'ai pas eu beaucoup ça. Je pense qu'à chaque fois on m'a, mais c'est vrai que je pense que les illustrateurs, ouais, mais c'est peut-être vrai. Hein, mais non, mais en plus je poste rien sur Dribbble, moi je poste rien. J'ai même pas de portfolio de toute façon, donc comme ça c'est fait. Mais c'est vrai que il m'avait montré le nombre de mails qu'il recevait et tu sentais vraiment le truc où en fait le mec cherchait le prix pour comparer tous les prix, tu vois. C'est ça. Et bon, après, c'est un peu le jeu aussi. Là où l'appel d'offres des gouvernements c'est plus grave, c'est que c'est ce côté truqué, quoi. Le côté truqué m'insupporte quand c'est un truc étatique, quoi. Par rapport au côté truqué, etc. Il y a l'AFD, je sais pas si vous connaissez, c'est l'Alliance française des designers. Bien sûr, ouais. Ils ont publié une charte, et je vous invite à la lire, c'est passionnant, qui s'appelle la charte AFD des marchés publics de design, et qui rappelle comment faire un bon appel d'offres et l'éthique en termes d'appel d'offres. C'était une charte qui a été approuvée par le ministère de la Culture et de la Communication, donc quand même c'est pas n'importe quoi. Et pourtant ils ont une liste noire avec tous les appels d'offres marchés publics notamment qui sont illégaux, donc c'est-à-dire qui rémunèrent pas les gens, etc., etc. Et en fait, moi, cette charte, je l'envoie aux gens qui me proposent des appels d'offres non rémunérés ou alors des appels d'offres pipés, etc. Je leur rappelle juste, coucou, ça existe, et je leur explique aussi comment faire pour faire un appel d'offres où tout le monde est content et où ça se passe bien, et voilà. Mais comment c'est reçu de ton côté quand tu leur rappelles, comme tu dis, quand tu leur envoies, comment ça réagit en face? En face, soit ils répondent pas en disant il fait chier, il a raison, mais j'ai pas envie de le savoir. Ou soit les mecs me disent ok, on a un budget de 10 000 euros, et ben plutôt que de donner 10 000 euros au vainqueur et 0 euros aux 5 participants, et on va réserver peut-être 5 000 euros pour les 5 participants, chacun aura 1 000 euros, et puis les 5 000 qui restent, ce sera pour le vainqueur, par exemple. Enfin voilà. Et il y a un dialogue qui peut se créer, même si je bosse pas avec eux, j'espère au moins avoir une petite graine dans la tête là-dedans, quoi. Bah voilà, c'est bon, on est de retour. Nous sommes de retour avec le live. Alors, un petit souci technique, hein, on fait des gros bisous à Google. Merci encore pour. Moi, je leur fais plutôt ce geste-là, tu vois, à Google, parce qu'il commence vraiment à me les gonfler. Du doigt du milieu, très bien. Et donc, justement, on en était à la boîte à outils de Jérémy. Jérémy n'est pas là ce soir, et on pense à lui. Et Tony, tu voulais nous parler d'un excellent plugin Photoshop pour gérer, d'une part, les commentaires sur les maquettes, et puis le côté live sur les maquettes Photoshop. Et ce plugin s'appelle comment, Tony ? Ah, ça va être sympa de tout répéter là comme ça là. Super.
La société, c'est InVision. Ça fait un moment qu'ils ont sorti leur produit, qui existait qu'en version. Du coup, maintenant, il est plus préparé, tu vois. Je me sens plus, tu vois, plus libéré. Allez, quelque courage, part. courage. Du coup, ils avaient une version desktop qui était dispo depuis un bon moment, qui permettait déjà de faire des click and drop, des drag and drop de maquettes, donc PSD, Illustrator, JPEG, PNG, super facilement. Et puis, on peut se connecter avec des personnes et en live. Chacun a une couleur et on voit les curseurs qui bougent et on va pouvoir aller cliquer un peu où on veut et annoter des choses. Donc l'interface est vraiment super bien foutue. Et depuis avant-hier, je crois, ils ont sorti un plugin Photoshop qui est en plus disponible sur la CC 2014. Donc ce qui est pas anodin puisqu'on sait qu'il y a plein de plugins qui marchent pas. Et là, ce plugin il est carrément génial puisque dans Photoshop, on va pouvoir directement avoir le petit bouton qui va lancer l'aperçu. Directement sur le site, on va pouvoir partager ce lien-là avec qui on veut. Alors par contre, il faut avoir un compte chez InVision, mais c'est gratuit, tout est gratuit, donc je vous invite vraiment à faire ça et à tester ça avec vos clients ou même avec des personnes avec qui vous bossez sur des projets collaboratifs. Et du coup, on peut chatter, on a une version audio, on voit donc la maquette bouger en temps réel. Donc c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me fait une réflexion sur le placement du burger ou la typo dégueulasse que j'ai utilisée, je peux le changer en live et en live à travers le navigateur, il va voir les changements. Donc c'est ultra bien foutu. En fait, avant, on avait en gros, on avait le patron au-dessus de l'épaule qui dit tu peux cliquer là, tu peux cliquer là, on l'a via Internet. Qui dit, Alors, tu peux essayer de mettre le menu en bleu s'il te plaît. Ouais, alors c'est ce que je dis, c'est pour ça que moi, perso, jamais je l'utiliserai pour un client. Je vais plutôt l'utiliser en mode collaboratif. Quand tu montes ça à tes potes et quand tu veux travailler en équipe, ce système est vraiment génial. En plus, tu as un système de versioning qui est au top sur le site. Tout est vraiment ultra propre, c'est ultra bien foutu. Et franchement, ce plugin Photoshop, en plus de ça, il fait ce qu'on appelle du mirroring, c'est-à-dire que vous allez pouvoir directement faire votre maquette et l'envoyer sur votre mobile pour voir ce que ça donne. Donc ça, il y a plein d'applis qui le faisaient, mais là, c'est un petit plugin, donc c'est ultra simple. Et ce qui est ultra bien foutu, c'est que pour t'envoyer le lien en fait sur ton mobile, soit tu l'envoies en SMS. Donc, tu as juste à mettre ton petit numéro et tu cliques sur OK. Soit tu te mets le mail et tu reçois le petit lien qui va pouvoir te permettre d'ouvrir la fenêtre. Et du coup, en live, tu vas pouvoir bouger les choses sur ta maquette et voir ce que ça donne sur ton mobile. Donc c'est vraiment, outil, ouais, vraiment, je l'ai testé aujourd'hui. On l'a testé avec Dune. Ultra bien foutu, gratuit. Alors, je comprends toujours pas le business model, mais c'est ultra fat. Et ça s'appelle Live. Ouais. InVision. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que de mon côté, parce que c'était Tony qui partageait avec moi, c'est que la maquette, de mon côté, elle était vraiment nette. Donc, t'as pas de perdition ou ça pixelise pas, c'est vraiment propre. Ouais, et on a testé un one page, donc hyper long, un PSD, donc lourd. Et du coup, il pouvait carrément naviguer dans le one page de haut en bas sur le navigateur. Et c'est vraiment, à tester obligatoirement parce que c'est vraiment super bien foutu, quoi. Et c'était la boîte à outils de Tony. Merci Tony pour Elle est beaucoup mieux que celle de Jérém, hein, je veux pas dire, mais. Je pense qu'il va y avoir de la concurrence. Jérém revient parce que ça va être chiant, tu vois, sinon. Il y a moins de gomina, quoi. Il y a un peu moins de gomina. Il manque des tatouages. J'ai beaucoup de tatouages. Bon, et on va pouvoir enchaîner sur le gros sujet. Donc, pour nos auditeurs qui nous écoutent, en général, le gros sujet, on le fait vers 19h30, donc on est très, très, très en retard. Mais c'est pas grave, hein, c'est bientôt les vacances, on se fait plaisir. Et le gros sujet parle cette semaine de Blind Legend, donc le super projet qu'on a tous découvert sur le site ulule.com, donc le site de crowdfunding. A Blind Legend, qui est moi je l'ai découvert comme un jeu sonore avec son smartphone. Donc, si Nordine, tu pouvais nous présenter le pitcher, là, comme tu sais si bien faire. Oui, alors Blind Legend, c'est un jeu de baston et d'aventure, en fait, de combat et d'aventure sur mobile, qui peut être joué à la fois par n'importe quel gamer qui n'a pas de problème particulier, mais aussi par les non-voyants, puisqu'on l'a pas. C'est pas qu'on a pensé accessible, c'est qu'on a tout de suite inclus la notion de ce handicap-là au centre du game design, en fait. On s'est dit, tiens, et si le héros voyait rien et qu'on voyait rien non plus, du coup. C'est ce qui nous permet de penser à un vrai jeu et pas à un jeu qu'on va rendre accessible, un FPS ou un Ken Slash qu'on va essayer de rendre accessible, mais plutôt un jeu dont l'essence même, l'essence même de ce jeu-là, c'est le handicap. Donc le pitch du jeu, c'est qu'on incarne un chevalier
qui s'appelle Edward Blake, qui a perdu la vue lors d'un combat contre son pire ennemi qui s'appelle Torque, le gros méchant, gros boss de fin du jeu, qui embarque en plus la Dame Caroline, qui est la femme d'Edward Blake, dans son donjon, en haut de son donjon, pour la garder captive. Alors bon, c'est pas mal fait tailler pendant la campagne justement sur ce pitch qui est assez qui est un peu macho, qui a été il est classique dans les histoires de chevaliers. Qui est très classique, mais voilà, en fait, le truc, c'est que nous, c'était clairement un clin d'œil aux jeux d'arcade des années 80-90, en fait, les Zelda, Zelda, bien sûr, le Dragon, tous ces jeux, à chaque fois, oui, c'est le ressuscité de ce vieux principe, mais en fait, c'était nous, notre façon de montrer qu'on avait vraiment l'intention de produire un vrai jeu vidéo avec les bonnes sensations de jeux auxquels peuvent s'attendre les gamers les plus exigeants, j'ai envie de dire. Alors tu vas nous parler du truc principal qui pour moi est la clé du jeu justement, qui est donc entièrement sonore. Donc là on parle souvent d'expérience utilisateur chez les designers. Donc là ça va être vachement intéressant de te demander justement toi en tant que designer, parce que je rappelle qu'à la base tu avais un profil quand même de développeur designer graphique, et que là du coup l'expérience utilisateur est complètement sonore, et pour ça vous avez utilisé une technologie qui s'appelle le son binaural. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Moi juste, je t'arrête, je suis pas du tout designer graphique moi. D'accord. Non, voilà, autant pour moi. Super. Je vais aller voir le match, je vais voir le match. Non. À la base, je suis développeur, moi, en fait. Développeur, mais j'ai une formation aussi multimédia, même si je suis surtout autodidacte, j'ai une grosse formation multimédia, donc je maîtrise tous vos outils. Je les connais, mais j'ai pas de sensibilité graphique particulière. Enfin, j'ai une sensibilité, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire ni de graphisme ni d'illustration, je ne sais pas faire d'animation, mais je sais à peu près capter quand c'est bien ou pas. On a un directeur artistique qui est très doué pour ça, lui c'est son métier, Jérôme Cattenot. Et donc moi je suis à la base développeur de jeux. J'ai fait développer aussi pas mal dans le web, mais mon truc c'est le jeu et puis surtout le game design et le gameplay quoi. Oui, mais en fait, tu réalises un jeu de ce type avec une contrainte, on va dire une contrainte très forte, qui est là c'est par le son. Mais est-ce que tu avais déjà réalisé des jeux, par exemple, qui sont juste gestuels ou juste abstraits, etc., etc. Non, c'était toujours du classique justement. Là, c'était la bonne occasion parce que pour une fois, justement, comme tu dis, dans le délire des jeux un peu originaux, on va dire, qui essaie de renverser un petit peu les habitudes en termes de gameplay, on a fait quelque chose là pour le coup c'est notre premier essai dans ce goût-là, quoi. Mais c'est juste que ça s'est présenté comme ça, c'est pas. D'ailleurs, Nordine, j'ai cru comprendre que tu avais eu cette idée en écoutant une assez célèbre vidéo sur Virtual Barbershop, The Walking Web, qui utilise les sons binauraux dans un salon de coiffure. Je sais pas si vous la connaissez cette vidéo. Ouais, je l'ai entendu. Qui est vraiment très très impressionnante. Donc c'est de là en fait que ça t'est venu, c'est vrai? Oui, c'est ça. À l'époque c'était une techno c'était pas du temps réel quoi. C'était avec des têtes d'enregistrement binaural. Bon, ça existe toujours. En plus c'est toujours comme ça qu'on a le meilleur résultat. Mais ça avait été fait avec une tête d'enregistrement binaural. J'ai appris par la suite, grâce au sound designer bien balèze qu'on a, que ça a été quand même un petit peu truqué. Ils ont utilisé les trucs avec les meilleures fréquences. Il y a des trucs qui ont été montés à part. Ils ont fait un truc super immersif parce qu'il y a eu un gros travail, on va dire, précalculé finalement. Nous, là, on travaille avec des algorithmes temps réel. Donc c'est peut-être un petit peu moins convaincant pour l'instant, mais au moins on... Mais explique-nous, reviens Nordine, s'il te plaît, sur le binaural, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est, et c'est vraiment un point qui est essentiel dans votre jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui. En fait, il faut savoir que quand on entend des sons dans la réalité, dans un espace, quand tu fermes les yeux et que tu entends un son, tu sais le localiser à peu près, tu sais s'il est devant toi, mais tu sais aussi s'il est au-dessus de toi, à ta gauche, à ta droite, ou derrière, ou en dessous. Tu arrives à le sentir tout ça, les yeux fermés. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas seulement tes oreilles qui te permettent de localiser le son, c'est tout ton crâne. Bon, je vulgarise, mais c'est toute la forme du crâne. Et la forme du crâne joue le rôle d'un filtre qui va permettre au cerveau de comprendre beaucoup plus précisément qu'avec de la simple stéréo, avec simplement les informations gauche, droite et volume, où se situe un son. Donc le principe du binaural, c'est ça, c'est de reproduire de façon artificielle, du moins de façon avec des algorithmes, de façon artificielle avec des enregistrements, ce processus naturel qui est
la traduction par le cerveau, par l'intermédiaire de la forme du crâne, donc de la localisation spatiale des sons, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Si, ouais, un peu comme une illusion, on va dire, un peu comme on va essayer de tromper le cerveau en lui faisant croire qu'il y a des choses qui se passent autour de lui, tout ça grâce à un casque en stéréo. Moi, j'ai écouté, alors si vous allez sur ulule.com/e-blind-legend, vous allez pouvoir écouter des extraits du jeu, notamment un son sur SoundCloud. Impressionnant, ouais. Et donc mettez bien votre casque pour vraiment être de façon immersive et vous allez entendre un cheval qui marche. Rien que ça, c'est génial. On entend la respiration du cheval, on entend une mouche. Je vais pas tout vous spoiler, mais voilà. Et puis après, le mec est spoil professionnel aujourd'hui. À la fin, le chevalier meurt. Ah, désolé. Non, mais justement, au bout de 3 secondes, on est dedans, quoi. On imagine les images et le meilleur moteur de rendu 3D, c'est le cerveau. Hein. Alors, il suffit qu'on ferme les yeux. Moi, du coup, j'ai une question en fait. Enfin, alors, je sais pas si je vais trop vite par rapport aux questions, mais ce que je trouve intéressant, parce que j'entendais Nourdine tout à l'heure dire un truc, et puis en fait, je suis le projet un peu, et notamment là, j'ai vu qu'il y avait une interview sur Gameblog. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous avez un directeur artistique sur le projet. Et je me demande en fait quelle est sa place en fait dans un projet, enfin où finalement visuellement. Oui, il y a très peu de choses. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous travaillez, par exemple là-dessus, par exemple il va apporter des images quand même, il va. Alors, je vais vous expliquer ça précisément. En fait, déjà, je le recite, hein, Jérôme Catteneau, mon associé adoré, un de mes associés adorés avec Pierre-Alain. Lui, c'est plus, enfin, son titre, c'est directeur artistique, mais c'est plus que ça, en fait. Bon, à la base, lui, il est producteur, enfin, il dirigeait des grosses productions de films d'animation, en fait. Et il a fait l'école de la Poudrière, donc c'est quand même c'est une grosse tronche, mais en plus il a la tête extrêmement bien faite et il a énormément de sensibilité, ce qui fait que pour moi un directeur artistique, c'est un vrai directeur artistique dans le sens où moi je l'entends, c'est pas forcément quelqu'un qui va travailler qu'avec du visuel, c'est quelqu'un qui a une sensibilité presque cinématographique, là pour le coup c'est ça, mais qui va permettre d'apporter vraiment quelque chose de beau dans un projet qui soit sonore, visuel ou un autre même. C'est génial parce que quelque part votre jeu, il va répondre à tout ce qu'on essaye à chaque fois d'expliquer quand on parle d'UX, quand on parle de user experience, c'est quand on parle de graphiste et de DA et qu'on dit UX et UI et qu'on fait la différence. On avait essayé de faire un walk-in web là-dessus, c'était pas facile parce que c'est très difficile de comprendre pour surtout pour les jeunes et justement la question elle était très bonne d'une sur ça parce que on se rend compte que effectivement le DA il va travailler sur l'expérience utilisateur et l'expérience utilisateur c'est pas le graphisme, ça va être le toucher, ça va être l'audition, ça va être l'ensemble et du coup je trouve que c'est génial parce que au niveau des designers ça prouve qu'on peut designer des choses et que ça soit un jeu ou autre chose sans pour autant carrément faire de l'image là vous faites pratiquement aucune image et pourtant on a une expérience utilisateur. Il a dirigé quand même toute la fabrication de cette affiche, hein. Ça a pris mine de rien même si elle a l'air il y a qu'une. Elle est très très belle. Elle est super. Je peux vous dire voilà, c'est Michael Crouza qui l'a faite, qui est un de mes meilleurs amis et qui est un illustrateur de grand talent pour moi aussi, et qu'il a été dirigé magistralement pour moi par Jérôme, parce qu'en fait ça a duré un petit moment, et ça tapait bien sur les nerfs de Pierre-Alain, mais en fait ça a bien duré je crois au moins 2 semaines, là, ou peut-être plus, la fabrication de cette simple illustration, parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait, Jérôme, et voilà, enfin en tout cas ça s'est passé comme ça. Après, juste par rapport à la question du X, non, on est vraiment sur une configuration particulière parce que Jérôme, lui, pour moi, c'est vraiment toute la partie artistique, mais la partie, on va dire, plus ergonomie, c'est plutôt de mon côté que ça va se jouer. Enfin, en fait, on est très fusionnel à ce niveau-là et en fait, tout se connecte de façon naturelle. Mais moi, ma spécialité est justement un peu plus sur l'ergonomie et sur le technique, sur le son aussi, mais pas le son dans le sens vraiment rendu artistique, mais plutôt dans le sens plutôt bas niveau, quoi, le son. Quoi. Narratif, ouais. D'accord. Tout ce qui est narratif, justement, au niveau sonore, pour moi, c'est plus à Jérôme de donner. D'accord. Mais justement, par rapport. Enfin, pardon. Pas de problème. Non, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ton jeu, c'est que ça nous permet aussi de prendre conscience de l'importance du son dans un jeu vidéo. Et c'est un peu la même chose par rapport au cinéma, c'est-à-dire que on peut très bien se replonger dans une histoire en écoutant une musique de film ou une musique de jeu vidéo.
alors que quand on regarde des images qui n'ont aucun son, c'est beaucoup plus difficile de se projeter. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et moi, ce que j'adore en fait avec Blind Legend, c'est que chacun peut se faire son image par rapport à toutes les ambiances sonores, que du coup, forcément, on va reprendre dans des classiques du genre. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement que on a le chevalier avec la princesse. Tout le monde a des images de ces références-là. Et je trouve que quelque chose que tu pourrais répondre aux gens qui trouvent que c'est un peu basique aussi comme scénario, c'est justement tu réinterprètes des classiques que tout le monde a en tête. Ça. Et ça rend aussi finalement l'histoire. Tu sais à quoi ça me fait penser. Enfin, quand j'ai vu votre projet et que je me suis plongé dedans, ça me va direct replonger dans ma jeunesse où je me faisais les livres dont t'es le héros. Oui, tu sais, où à chaque fois tu lis un petit bout et ça va te renvoyer à la page 45. Et puis tu gardes triches, toujours, bien sûr, tu gardes toujours la page comme ça sur le côté au cas où il y a une épée qui vient te couper en deux, hop, t'es pas mort, tu vois. Mais ça m'a vraiment replongé dans cette ambiance parce que dans le livre, c'est un peu ce qui se passe aussi dans l'expérience. T'es toujours à imaginer le décor, tout ça, et je trouve que là où c'est super fort, c'est qu'à partir juste d'audio, vous m'avez replongé moi dans cet univers des livres dont le héros, qui est un truc que j'adore et que j'aimerais vraiment revivre aujourd'hui, et je pense que ça c'est une voie qui est vraiment très très intéressante à explorer, donc c'est vraiment chapeau pour ça, quoi. Tant mieux, merci beaucoup. Il y a beaucoup de compliments, hein, vraiment, c'est... après on va passer à on a plein de questions, t'inquiète, hein, on a plein de questions aussi, hein. Ce qui nous fait plaisir, nous, avec tous ces compliments, c'est surtout que je sais que les gamers, c'est juste le public pour moi qui est le plus difficile finalement à convaincre ou à satisfaire parce que c'est le plus exigeant en fait. Ils ont l'habitude de voir que toujours des graphismes qui démontent, des effets de ouf, des gameplays complètement dingues avec les jeux indie en plus qui sortent, qui sont de plus en plus ouf. Ouais. Moi, je trouve que mais c'est là en fait où... Non, mais excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Pour moi, c'est difficile aujourd'hui de percer dans le jeu vidéo parce qu'il y a énormément de talent et de technique et de créativité en plus. Donc, c'est assez rigolo de se rendre compte qu'au final, aujourd'hui, on est en train de se faire remarquer parce qu'au lieu d'essayer de rajouter un ingrédient un peu magique, on en a enlevé un principal. C'est ça, c'est qu'en fait, moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que aujourd'hui, c'est la course, forcément, la technique, et même, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je trouve que votre démarche, elle est encore plus intelligente et plus intéressante parce que même aujourd'hui dans l'indie game, et ce qu'on appelle de l'indie game, normalement, c'est des petits studios qui naissent. Et en fait, finalement, on se rend compte, par exemple, ne serait-ce qu'avec Ubisoft, qui est quand même pas un petit studio, et qui, voilà, en gros, ils font aussi de ce qu'ils appellent de l'indie game, mais voilà, c'est Ubisoft qui est derrière. Et là, ce qui est marrant, c'est que du coup, il n'y a pas de course à la technique, et c'est plutôt à l'expérience. Et d'ailleurs, il y a plein de jeux, on en a parlé plusieurs fois, mais si on prend Limbo, si on prend Monument de Valley, si on prend les trucs comme Guacamelee aussi, je sais pas si tu connais tout ça, Nordine. Guacamelee, je connaissais pas, non? Guacamelee, c'est un jeu qui est vraiment génial, qui est sur PlayStation, qui est un jeu, alors c'est un peu moins dans l'expérience, parce que là, c'est un jeu qui est simplement en 2D et qui reprend des graphismes vraiment super, très illustratifs, où tout est joué t'as une ambiance vraiment spécifique. Tu peux regarder en même temps. C'est super marrant, c'est un carton. Enfin, et c'est à la base un petit studio, donc ça fait petit jeu indépendant entre guillemets. Alors pourtant il y a un énorme travail, hein, mais un peu comme Monument de Valley dont on avait parlé et Limbo aussi Limbo, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de votre votre idée, puisqu'il y a une ambiance sonore et un gameplay qui est ultra simple et pourtant t'es plongé dans une expérience tout en noir et blanc, hyper artistique, et enfin c'est carrément magique, quoi. On peut aller jusqu'au projet de Étienne Mineur aussi, qui sont toujours un peu dans cette ambiance où et justement là-dessus, moi j'avais. Étienne Mineur que je salue d'ailleurs, pardon, parce que il nous a. Tu connais bien. Il nous suit et puis on discute un peu. Du coup, je suis super honoré, je suis super content parce qu'il a l'air d'apprécier notre projet. Donc, je voulais faire un clin d'œil si jamais il voyait le podcast. Je lui enverrai Étienne parce que je le connais bien, et en plus justement il a une approche qui est proche de la vôtre, justement, parce que lui il va pas faire dans l'effet maximum, au contraire on va partir sur du low-tech, sur des choses simples, sur des contraintes, voilà, des jeux papier ou des trucs sur téléphone, et vous pareil vous êtes dans la contrainte et dans des choses parfois un peu minimalistes, etc. Et je pense que vous vous rejoignez un petit peu sur l'intelligence du jeu. Quand on n'a pas les moyens de faire un jeu on peut pas refaire un jeu en 3D extraordinaire, génialissime, avec une équipe de 400 personnes derrière, et ben on essaye de le faire bien, mais différemment. Donc je sais pas si
vous aviez des questions encore dans notre petite liste. Moi, juste, je finis là-dessus parce que ça rejoint vraiment ce que tu dis. C'est que moi, ma vraie question, c'est que justement, on est tous indépendants et je sais qu'avec Dune, c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. On rêve de pouvoir sortir un jeu et vous êtes en train de montrer l'exemple, et Étienne Mineur le fait, et tous ces studios qui sortent des petits jeux comme Limbo, le fait qu'on puisse aujourd'hui faire des jeux sur mobile, on n'a plus la contrainte de faire des jeux super évolués pour qui vont être vendus sur PlayStation ou sur PC. C'est un vrai marché qui est énorme, le mobile, et qui j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple d'aller faire un jeu sur mobile. Et ma question, c'est le prix. Est-ce que il est possible aujourd'hui de sortir des jeux un petit peu dans cet esprit, les Limbo, ou vous êtes arrivé à une campagne aujourd'hui, il faut le dire, à 60 000 €, c'est ça? Je me trompe pas? On était 40 000. 40 000, pardon. Le 40 000, premier palier ouais. était 40 000. Et donc, vous avez réussi aujourd'hui. Ça se finit demain, je crois. Donc, les Oui. gens, Ça se on a finit remis le lien tout à l'heure, mais il faut pas hésiter à aller encore redonner de l'argent parce que c'est tellement magnifique comme projet. En plus, c'est français. Yes! Oui, oui, Et, oui, c'est vrai. et du coup, faut vraiment le mettre en avant. Et du coup, est-ce que vous avez dit que ça vous permettrait de faire tout un tas de choses. Est-ce que ça va suffire cet argent? Et est-ce que tu estimes que ces 40 000 € ou on peut aller jusqu'à 60 ou 80 000 permettent aujourd'hui de faire un jeu dans des conditions pour entre guillemets un petit studio? Alors, c'est super que tu poses cette question parce que juste avant de me connecter au podcast, j'étais en train de dialoguer sur Ulule avec un aimable contributeur qui faisait part en fait de son étonnement, mais comme beaucoup, je l'ai vu souvent, qui disait tiens, mais 40 000 € pour un jeu en plus sans image, enfin, c'est abusé. Bon, il y a plusieurs choses à tenir en compte. Hein. Là, je vais tout de suite remettre tout le monde d'accord. Déjà, il faut savoir que sur cet argent-là, nous on touche évidemment pas 40 000 €, puisque les contreparties qu'on offre, on les a pas gratuitement. Pas toutes, en tout cas, loin de s'en faut. Donc il y a les contreparties, il y a la part du LUL et il y a la TVA. Donc déjà, on n'aura pas cette somme-là. Et pour faire le jeu dans la qualité et au niveau qu'on veut le faire, nous, on veut travailler déjà qu'avec des grosses pointures. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans le jeu vidéo, je sais comment je vais le faire, avec qui je vais le faire, et je sais, j'ai déjà des devis plein mon bureau, donc je sais très bien combien ça va coûter. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on est loin du compte. Là, ce qu'on va avoir, ça va nous permettre, en tout cas, au moins de faire levier. Oui, voilà. C'est tout ce que vous connaissez déjà, ben voilà, CNC, et puis des subventions, notamment de la région Rhône-Alpes, des choses comme ça on va pouvoir aller lever avec ça en fonds propres. En fait, tout ce qui est ATO, on va pouvoir venir poser ce qu'on aura récolté via Ulule pour avoir l'équivalent en face, quoi. Mais quand tu vois des jeux comme Guacamelee, comme tu as vu tout à l'heure, tu l'as pas vu, donc c'est un peu plus dur, ou Limbo, est-ce que, bon, c'est impossible d'estimer un truc comme ça, mais est-ce qu'on est proche par exemple, du million d'euros, ou est-ce qu'on est proche des 200 000 €? Est-ce que, tu vois, c'est super dur, je trouve, d'imaginer combien on va devoir investir pour créer ce type de jeu. Un jeu, c'est avant tout des salaires, hein, c'est avant tout des salaires ou des prestations qu'on paye quand on fait des externes comme nous. Donc ça dépend du niveau d'exigence des gens avec qui tu veux travailler, puis du niveau de rémunération qui négocie avec toi, déjà. Ça dépend aussi, j'imagine, du pays dans lequel est fait le jeu, donc du coup des salaires qui vont avec. Limbo, ça a été fait où? Je sais même plus. Je sais pas. Je crois que c'est dans les pays nordiques, je crois que c'est Finlande ou... Ouais, donc en plus là-bas, les salaires sont bien élevés. Ça pique, ouais. Le niveau social, c'est pareil, c'est c'est un peu comme la France. Du coup, je pense, moi je sais pas, moi, Limbo, je dirais que comme ça, fait d'expérience... Moi, si on me demandait comme ça, on me montrait un jeu comme ça, on me dirait combien tu demanderais pour le faire, je sais pas, mais de cette qualité-là, moi je l'ai pas fini, hein, j'ai pas le temps de trop jouer, malheureusement, je les teste très vite les jeux. Je sais pas quelle est sa durée de vie, mais vu la qualité, je sais pas, moi je dirais au moins dans les 100 000 € minimum, quoi. Pour moi, c'est ce que ça vaut un bon jeu, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, oui. la question qui m'intéressait aussi, c'était vous avez choisi de donner en fait à disposition gratuitement ce jeu une fois qu'il sera développé, contrairement à beaucoup de business models où bah voilà vous le mettez à pas cher sur les plateformes, etc. Vous avez vraiment décidé de vous payer par rapport au budget global, au crowdfunding, etc. Et ensuite de le laisser en gratuit et sans pub en plus. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros vous aurez pas du tout de rémunération une fois qu'il sera en ligne. Alors si, il y a un modèle économique dessus qui est un modèle à la Candy Crush mais encore plus souple, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas de pub, c'est gratuit. Tu vas avoir 5 vies en fait et quand t'as plus de vie en fait, tu regagnes une vie toutes les 20 minutes. Mais si t'es pressé, tu peux racheter un kit de vie.
l'idée là, c'était pas, nous on n'a pas tellement confiance, on croit pas vraiment à ce business model. On l'a mis en place uniquement pour une simple bonne raison, c'est parce que ça nous permettait nous de mettre un palier aux alentours de 20 euros, je crois, c'est 20 euros, un palier où on offre à nos contributeurs sur Ulule, on offrait des vies limitées. Puisque comme on est sur du gratuit, il fallait qu'on propose des contreparties. Moi aussi. Enfin, d'après les longues études de marché que Pierre-Alain a fait avec Maud sur le crowdfunding, on a quand même étudié le marché quelques mois avant de se lancer. Il apparaît clair que les contreparties, c'est quand même quelque chose qui est important pour les contributeurs, c'est même ce qu'il y a de primordial. Sauf que quand tu as envie de faire un jeu gratuit ou un produit gratuit, comment tu veux le prévendre, puisque finalement le crowdfunding c'est la prévente, c'est le côté prévente qui cartonne aussi. Comment tu peux prévendre quelque chose, que tu n'as pas fait, bon ça c'est le but du crowdfunding, mais c'est surtout quelque chose de gratuit. Mais il faut trouver des astuces, donc on essaie de trouver déjà des contreparties qu'on va négocier. Donc vous avez fait ça uniquement pour donner des contreparties aux contributeurs en fait. À la base, c'était pas du tout pour parce que vous pensez pas, enfin, vous trouviez pas forcément intéressant de pouvoir avoir des revenus générés par ce jeu. C'était pas du tout nous, on est super fiers de ça. Je sais pas si vous avez regardé notre site. Nous, on voudrait bien faire partie d'une nouvelle mouvance un peu au niveau économique, social, tout ça, de se rendre utile, de travailler pour l'intérêt général et de travailler pour le plaisir. Moi, je suis super content de me lever le matin pour bosser. Je suis super fier de moi de rentrer le soir parce que je sais que j'ai fait des trucs utiles. On pourra parler d'autres références après si vous voulez de Wino. Mais nous, c'est vraiment notre dada, quoi. Et nous, ça nous permet d'être heureux, en fait. On part du principe qu'aujourd'hui, la richesse... En plus, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur Arte qui dit que finalement, on ne pourra jamais devenir riche. Il y a très peu de chances de l'être. Nous, on pense que la richesse principale, c'est le bonheur, quoi. C'est tout con, hein. C'est peut-être cucu ce que je raconte, mais c'est la vérité. Franchement, je crois que je vais chialer. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Nous, on a des boulots de créatifs. Vous êtes comme moi. Je pense que vous passez certainement pas 7 heures par jour au boulot, mais plutôt 10, 11, 12, 13, 14, 20. Ah non, c'est fini, ça, moi. Ah bon C'est pas forcément mon cas, mais... Tony travaille 3 heures par jour. Voilà, mais par contre, je facture 8 heures. Ça, oui. Ça, c'est ce que j'allais dire. Vous faites penser à ne pas vous demander. C'est un vrai créa. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, Nordi, justement, sur ce Et du coup, non, mais je veux finir ce propos parce que c'est important, excusez-moi, c'est super important. On a vraiment fait ce jeu pour le faire, en fait. On s'est dit, alors, le plus gros intérêt économique pour nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est une porte. Il y a quelques jours, on était absolument inconnus. On était une petite start-up qui s'est montée en novembre. On faisait des petits trucs dans nos coins. On était plein d'ambition et plein de rêves. Maintenant, grâce à ce jeu, tout le monde nous connaît. Et je pense que qu'est-ce que tu veux demander plus comme rémunération même si tu veux dans ta vie, c'est travailler dans un truc qui te plaît, quoi. Comment? Même si le jeu ne sort pas, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que même si au final, vous avez déjà le premier palier, donc logiquement il va se faire, mais finalement le simple fait d'avoir mis en place ce projet, même non finalisé, vous fait connaître, et déjà on adore le jeu, quoi, en fait. C'est ça qui est fort. Là, pour le coup, c'est Pierre-Alain, quoi. Lui aussi, qui est une grosse brutasse dans son domaine, donc c'est celui qui gère notre boîte, c'est notre gérant, il s'occupe c'est notre communicant, c'est toute la partie marketing, gestion, et c'est juste un gros monstre qui vient justement des domaines que moi j'exècre un petit peu, on va dire la grande distrib, tout ce qui est, ou des grands groupes, finance, ou ce genre de trucs avec lesquels... Voilà, c'est compliqué de dealer quand on veut faire ce qu'on fait nous. Mais en tout cas, voilà, lui, il a eu cette idée de se dire, tiens, si on a une bonne idée, qu'en plus il y a tout ce côté, cet aspect social, cet aspect gratuit autour et qu'on le monte en crowdfunding, il y a peut-être moyen qu'on fasse parler de nous et du coup, ça nous fera une porte d'entrée pour le business parce qu'on a ce volet-là B2C où on essaie de faire un projet, on va essayer d'en faire un comme ça de temps en temps. Et puis, mais à côté de ça, on est comme tout le monde, on fait de la presta, quoi. Tony, tu voulais recentrer un peu sur le design? Oui, en fait, par rapport, tout à l'heure, on a parlé de trucs qui étaient vachement intéressants par rapport à l'UX, justement, dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que toi, tu conseilles? Parce qu'on est tous un peu, là, dans la bande, on fait tous un peu du X et du Y. Donc, on design plein de choses sur Illustrator, sur Photoshop. Et c'est quand même tout le temps lié, même si moi, je fais, par exemple, pas mal d'expériences aussi mobiles et je vais plus loin que le simple que le design. Qu'est-ce que dans le jeu vidéo, est-ce qu'il y a des particularités à connaître? Par exemple, je pense au level designer. Je pense, je sais pas moi, par exemple, je vais faire un jeu, je vais travailler sur un jeu sur mobile. Est-ce que c'est la même chose que de travailler pour un jeu qui va être sur PlayStation? Tu vois, nous, par exemple, c'est simple pour le mobile. T'as Android, t'as iOS. Bon, il y a des spécificités pour l'un pour l'autre. Oui, pardon. Autant pour moi, je l'oublie tout le temps celui-là.
Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans et se faire embaucher par un studio, ou pourquoi pas même monter son jeu, est-ce qu'il y a des spécificités liées aux jeux vidéo à connaître? Ah ouais, ben pour moi, alors franchement, si c'est une boîte de jeux vidéo par exemple qui se monte ou un collectif, des gens qui veulent travailler ensemble, on va dire peut-être quelqu'un qui fait du graphisme et de l'illustration et quelqu'un qui fait du développement. Pour moi, il faut qu'il y en ait un des deux au minimum qui ait aussi une grosse sensibilité en game design, quoi, qui est le feeling là-dessus, qui sente ce qui peut marcher, ce qui peut être cool, ce qui peut être sympa à avoir en main. Et si c'est pas le cas, il faut un game designer dont c'est le métier. Et par contre, pour moi, il y a un niveau il y a un métier qui est presque encore plus important que le game design, qu'on parle pas assez souvent, c'est vraiment le level design. Ça, pour moi, c'est le truc, Eh oui. c'est la clé du succès souvent sur beaucoup de jeux, notamment les casual games, parce que c'est un bon level design qui va garder captif le plus longtemps possible le joueur, quoi. Enfin, qui va le garder dans son truc, quoi. Parce que si ton game design, si c'est trop dur tout de suite, ou que c'est trop facile et que ça reste trop facile, enfin, toute la progressivité et puis l'intérêt qu'on va avoir à découvrir les niveaux, le fait de distiller un petit peu les petits add-ons, les petites choses en plus les petites expériences en plus qu'on va faire dans le jeu au fur et à mesure, mais au bon rythme, sans jamais ennuyer le joueur, je trouve que c'est ça qui est, enfin ça c'est un poste clé, quoi. Donc moi je parlerais de ces deux postes, game design et level design. Il y a Et une testeur, chose pardon. aussi Ça il faudra qu'on en je parle. voudrais préciser, tu me dis Nordine si je me trompe, mais ce qu'on appelle le game design, en fait ça n'a rien à voir avec le graphisme et la création de visuels. Non. Et on a souvent tendance à penser que c'est ça. Mais en fait, le game design, c'est plus l'organisation. C'est les règles du jeu, en fait. Voilà, c'est la manière dont va s'imbriquer, on va dire, les différents niveaux. Tu parlais justement du jeu. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Donc en fait, oui. ça se rapporte peut-être plus d'un profil de développeur finalement que de graphiste. Non, je pense que ouais, en fait, par certains côtés, il y a un peu une logique quand même très. Là, tu parles de game design, effectivement. Après, sur le level design, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'être développeur pour être bon level designer. Mais bon game designer, disons que le fait de connaître un peu la technique et le développement, c'est sûr que c'est un gros plus. Parce que du coup, tu n'embarques pas dans des trucs infaisables et dans des trucs qui vont pas être simples à utiliser parce que tu as l'habitude de fabriquer toi-même tes outils, quoi. Mais est-ce qu'un designer qui est à la fois gros gamer peut se lancer dans ça, sachant que justement, si je prends, je sais pas, JP est un peu un gamer, Geoffrey je crois pas, mais Dune et moi je sais qu'on est des gros gamers. Et est-ce que nous, tu vois, on peut aller se lancer dans une aventure comme ça parce qu'on a plein d'idées. Je pense par exemple, il y a de plus en plus de data vis exceptionnels, comme t'en as parlé Geoffrey il y a pas longtemps, dans le prochain le jeu d'Ubisoft. The Division. Les datavis sont juste exceptionnels. Il y avait aussi Last of Us. J'avais vu tout un making of où c'était une nana qui était dans le studio et qui avait apporté toute la partie armes. Tu sais, quand tu sors ton sac à dos. Bon bah là on rentre au moment où tu ouvres le sac à dos, tu rentres dans de l'UI et là ça se rapproche beaucoup plus de nos métiers en gros d'interface où on va penser l'interface. Et du coup ça c'est un truc qui moi par exemple me parle. Et du coup est-ce que tu penses que en gros, un designer d'interface est capable d'aller se transposer dans le jeu vidéo assez facilement, quoi. Est-ce qu'il y a... Si t'es designer d'interface et que t'es créatif, j'en suis persuadé, quoi. Ok, donc... Certain, oui. Par contre, faut être créatif aussi. À moins que tu fasses que des shoot'em up, des jeux de gestion ou des jeux d'aventure, un peu classiques, où tu n'apportes rien de spécial. Bon, après, il y a de la place aussi pour ça. Moi, j'adore les jeux classiques. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es designer d'interface, pour moi, c'est un peu comme si tu étais développeur. C'est que tu sais à peu près ce qu'attend l'utilisateur au bout de ses doigts, quoi, en gros. Tu vas t'adapter au truc. Et tu penses donc que même des studios pourraient embaucher des mecs qui n'ont pas forcément fait une école spécifiquement dans le jeu vidéo, mais Alors, qui vous sentez que Tony cherche un job là actuellement? Non, franchement, j'avoue que moi, tu parlais tout à l'heure de rêve. Moi, ça fait partie de mes rêves. Pas forcément compliqué. Franchement, l'exemple que vous montrez avec Blind Legend est comme plein monde, comme on parlait de Limbo encore une fois, ou Monument de Valley. Bon, même si Monument de Valley, je pense qu'il y a un gros budget dedans parce que justement le level design est juste énorme. Et ça prouve que c'est des studios vraiment à la base qui sont graphiques, qui sont passionnés et qui ont réussi à créer des jeux. Alors c'est souvent lié au mobile, donc je pense que ça c'est un peu la clé du truc, le fait que le jeu sur mobile se développe à grande échelle. Mais j'avoue que moi c'est vraiment un truc dans lequel j'aimerais me lancer, mais bon voilà, je ne connais pas du tout ce monde-là, mis à part en tant que gamer et en tant que créateur d'interface, quoi. Donc t'as pas besoin d'en savoir plus, hein. Après, pour moi,
Moi, typiquement, par exemple, je serais incapable de produire un jeu tout seul si j'avais pas quelqu'un pour gérer, on va dire, toute la partie administrative et financière autour de ce jeu, et si j'avais pas un directeur artistique qui fait que mon jeu il va avoir de la gueule. Et ça, moi, je pense que le secret, c'est pas seulement de l'envie, c'est aussi de savoir s'entourer. Il me semble. Ah, bien sûr, c'est l'équipe. L'équipe est ultra importante, hein, clairement. Et quand tu t'entourer et que tu le sens bien, moi, je pense qu'il faut écouter son cœur dans la vie, c'est tout. Hein. Non, mais c'est vrai, quand tu t'écoutes, tu arrives à faire ce que tu veux. Bon, d'une, tu t'y mets là, tu vas pas te coucher ce soir et tu commences là. Je sais pas sur quoi. Donc en fait, là, si j'écoute mon cœur, je viens de comprendre que t'étais le patron, c'est ça en fait? Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, et d'ailleurs, tu quittes la conversation maintenant, s'il te plaît là. Je crois que tu t'es trompé. Nous allons faire un jeu de Scrabble. Ah merde, c'était pas prévu ça. Les amis, est-ce que vous avez encore quelques questions? Parce que je vois qu'il y avait quelqu'un qui parlait de l'E3 justement, et les questions de la DataVis. Est-ce que vous avez des questions à nouveau sur le sujet, ou est-ce que vous voulez poser moi j'en ai plein, donc je vais laisser un peu les autres parler, parce que sinon je... Mais moi j'ai plein de questions. JP? Sur la DataVis pas spécialement, non, mais je laisse Tony avec ses questions au bout des lèvres. Je sens qu'il en a envie. Alors vas-y Tony. Non, après qu'est-ce que j'avais moi? C'était les écoles, le prix, c'était on a fait un peu le tour. Après ouais, si, c'est vrai que t'as pas parlé pour l'instant, on a beaucoup parlé de votre jeu donc qui est vraiment qui utilise le son, mais c'est quoi vos autres projets, parce que vous faites beaucoup de projets liés au jeu, comment on appelle ça, le Serious Game, voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, quels sont vos autres projets et qu'est-ce que c'est le Serious Game? Alors, le Serious Game, c'est le fait d'utiliser le jeu vidéo à des fins de formation, de sensibilisation et d'éducation. Nous, on préfère le terme Game for Change parce que c'est plus dans nos créneaux à nous. Le Game for Change, c'est encore une fois dans des domaines éthiques, solidaires, durables, etc. Par contre, le Serious Game, aujourd'hui, je sais très bien que ça n'a pas une très très grande, une bonne image de marque, parce que la plupart des Serious Games ne sont pas forcément très très cool à jouer, parce que le problème, c'est que très souvent, les donneurs d'ordre ou les concepteurs, ils ont tendance à vouloir mettre beaucoup de contenu pédagogique, à vouloir apprendre beaucoup de choses, et puis ils oublient complètement la partie jeu. Et, il y a trop de sérieux, c'était pas assez de game, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Et nous, on aimerait bien essayer de faire un peu du Serious Game 2.0, quoi. C'est-à-dire arriver avec des vrais jeux, quoi. Arriver avec des vrais jeux. En fait, en France, ce qui est délicat, c'est le terme serious game. Hein. Aux États-Unis, on le comprend beaucoup plus simplement. En France, les jeux sérieux, tout de suite, c'est antinomique et ça paraît assez étrange. Par contre, comme tu le disais tout à l'heure, il y a l'idée de faire des jeux culturels, des jeux dans lesquels on apprend des choses, des jeux dans lesquels on va venir augmenter ses propres connaissances de soi, etc., etc. Donc même la frontière en général entre un jeu normal, on va dire, et un serious game, je pense qu'il y a quelque chose qui est de moins en moins épais entre cette frontière-là. Et en tout cas, dans votre approche à vous, comme tu le dis, il y a l'envie, en tout cas, de s'upgrader, on va dire, d'être mieux en sortant du jeu, en quelque sorte, d'apprendre des choses, en tout cas. Ouais. Le soldat inconnu, c'est exactement ça. Hein. Vraiment, là, quand tu joues, t'es en plein dedans, quoi. Ça, c'est exactement ce que nous on veut faire pour le coup. C'est assez trop tard, ça a été fait, trop tard. Donc je me dis, aujourd'hui, pour moi, le seul concurrent sérieux dans le Serious Game tel qu'on le voit nous, de ceux que je vois autour de nous, c'est Ubisoft, effectivement, avec ce genre de produit. C'est comme ça qu'on le voit. Si, en tant que gamer, tu vois, alors, pas gamer, mais en tout cas, si la personne, elle prend en main le jeu et qu'elle prend du plaisir à jouer à ce jeu, qu'elle s'éclate sur ce jeu, c'est pour moi le premier objectif. Après, tout le reste, tout ce qui est pédagogie, et tout ce qu'on a envie de faire passer dedans, ça va quand même beaucoup mieux passer si le jeu il est cool, non? Sinon on ferait pas un jeu. En même temps, ce qui est intéressant en fait, c'est quand parce que dans le serious game, en fait, c'est plutôt le côté serious qui va forcément, tu t'es en train de former, d'expliquer des choses aux gens. Après, ce qui est bien, c'est quand tu laisses le choix à ton joueur. Et par exemple, on parlait d'Ubisoft. Et on parlait de soldats inconnus, mais par exemple, si tu prends le cas des Assassin's Creed, ce qui est hyper intéressant et ce que j'adore, moi, dans Assassin's Creed, j'adore, c'est que, en fait, t'as tout un côté, un Wikipédia. Historique, en fait. En fait, voilà, t'as un Wikipédia intégré au jeu qui fait que
tu vas apprendre des choses sur l'histoire, mais tu n'es pas obligé de le consulter. Et en même temps, enfin voilà, c'est laisser le choix en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais t'as tout dit, hein. Je pense qu'on peut travailler ensemble, hein. C'est ça. Non, qu'est-ce que tout était fait, tout était bouclé. J'avais ma campagne sur Lyon qui allait commencer. Attendez, parce que Lyon, c'est Lyon. Je mets mon Google Maps. Salut. Non, mais c'est quand même simple quand même de se dire que finalement, je comprends pas. C'est finalement encore une fois les donneurs d'ordre, les gens qui ont envie de faire un serious game et qui réfléchissent pas au fait que ok, ils vont avoir tout leur contenu pédagogique, c'est super, mettez-moi plus de ceci, plus de cela, et au final, ils vont avoir personne qui vient jouer à leur truc. Bon, quel est l'intérêt? Ils ont tout perdu, ils ont juste perdu de l'argent pour rien. En revanche, Nordine, faut que tu ailles voir ce qu'a fait Dune il y a pas longtemps, parce que Dune, il fait pas mal d'illustrations dans le jeu. J'ai regardé ce Parrain de la ville. Il faut que tu ailles voir Parrain de la ville, puisque je pense qu'il y a plein de trucs qui vont t'intéresser. D'ailleurs, du coup, je passe un petit salut à Thibaut là, s'il regarde l'émission. J'espère que voilà. Enfin, j'espère qu'il regarde l'émission déjà, tu vois. Ouais. Salut, JP d'ailleurs, je crois qu'il est devant le match, Johan. Il regarde. Excellent. Bien joué. Ouais, il se trouve que Yo pensait que le match de la France était ce soir. Oui. Rien de grave. Alors, juste parce que du coup, parenthèse, et ça va par deux, c'est fait pour être fermé. J'ai une fille, je suis fatigué, je pensais qu'on était vendredi. Voilà, ça ferme. L'excuse de la fille. Bon, JP, tu voulais aussi faire un big up, et c'est vrai que c'est une très bonne idée ça par rapport à la campagne de Whisperies. Ouais. Donc, voilà, parce qu'on aime soutenir les projets vraiment intéressants comme Blind Legend. Là, c'est différent, ça s'appelle Whisperies. C'est une plateforme de création et de diffusion de livres pour enfants. Il y a des scénaristes d'un côté, des dessinateurs de l'autre. Ils se retrouvent sur cette plateforme et ils peuvent créer ensemble des histoires. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant. On aimerait vraiment voir ce projet sortir et voir le jour. Donc, vous met le lien pour les Ouais, ils en sont à la moitié, voilà. Ils en sont à 54%, pardon, et il leur reste 60 jours. Donc, je vous invite aussi à aller voir Whisperies, ça s'appelle Histoire numérique. Et comme le disait justement, je crois que c'est le directeur d'Asmodée que j'avais rencontré récemment, donc Asmodée qui fait des jeux de plateau, il disait un bon jeu, c'est un jeu sur lequel on a envie de rejouer. Et vraiment, c'est leur cœur de métier. Et tu disais, Nordine, si tu joues qu'une fois et après tu reviens plus jamais, c'est pas forcément un bon jeu. Et là, cette envie de pouvoir créer un jeu et qu'on peut redécouvrir, sur lequel on peut rejouer différemment à chaque fois, à mon sens, ça fait partie des composantes d'un bon jeu. Je voulais aussi, parce que je vois l'heure un petit peu qui tourne, pour éviter qu'on fasse un podcast inaudible pour nos auditeurs. Est-ce que on a une dernière question pour Nordine, ou est-ce que on enchaîne un petit peu sur le what the fuck? Nordine, c'est quand qui sort? C'est quand? Ah oui, alors quand est-ce qu'on pourra télécharger? Ça va dépendre des fonds qu'on va réussir à lever suite à la campagne, puisque là, pour l'instant, on est sur un premier palier avec ce qu'on a et ce qu'on devrait pouvoir atteindre aujourd'hui. On pourrait peut-être espérer sortir quelque chose fin 2014, début 2015. Mais j'aimerais bien que ça soit bien plus tard, parce que ça voudra dire qu'on aura eu beaucoup plus de financement et qu'on va pouvoir faire un jeu plus long et plus profond que ce qu'on peut faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Eh ben, écoute, on en parlera le jour où ça sortira, et le jour où peut-être vous remporterez votre campagne, qu'elle sera terminée. Ce sera un grand plaisir qu'on suivra votre aventure. Et puis de toute façon, ce qui est intéressant du fait que c'est un jeu numérique, on peut le mettre à jour, il peut changer, il peut évoluer, il pourra y avoir des mises à jour du jeu. Donc ça aussi, c'est super riche parce que ça s'arrête pas. En tout cas, c'est super intéressant les échanges. Alors évidemment, encore 45 questions à te poser, mais on ne pourra pas tout poser ce soir. Tony, tu avais un petit coup de gueule, quelque chose à nous dire sur le côté what the fuck de The Walking Web? C'est bien parce que Dune l'a introduit en parlant de sa fille, donc moi c'était par rapport à Dribble, puisqu'il y a eu des débats autour de ça, j'avais posté ça, j'ai vu sur Dribble, alors déjà ça a tendance à me gonfler de plus en plus, on a complètement perdu le côté, on l'a déjà dit plein de fois sur Walking Web, mais le côté à la base qui était d'échanger entre designers d'une maquette à l'autre et de pouvoir avoir des trucs concrets et intéressants, et que là aujourd'hui on est juste dans le ok, oh it's amazing, wow, c'est beau, c'est tout ça, donc déjà ça me gonfle. Mais alors là, le dernier truc à la mode, c'est de mettre son bébé. Le designer a eu son enfant, et du coup dans mes populaires,
en me levant, j'ai vu la tête de son enfant. Donc congratulations pour lui, hein, mais franchement, non quoi. On est bientôt sur Facebook en fait. Hein, voilà, c'est ça. C'est le petit commentaire que j'ai mis d'ailleurs hein, sur Dribble, c'est que franchement, non quoi. Le Facebook déjà, ça me gonfle avec mes amis qui font ça. Là, c'est un truc de designer, c'est pro. Donc je veux bien qu'il ait fait ça parce qu'il connaît plein d'autres designers, mais non quoi. J'ai vraiment du mal avec ça et vraiment ça m'a gonflé parce que je sais en plus que c'est pas anodin, c'est qu'il savait qu'il allait récolter des likes là-dessus et qu'on le sait tous sur Dribble, plus t'as de likes, plus t'as de clients potentiels et que ce côté-là mercantile avec bon non, je peux pas. Donc voilà, c'est mon coup de gueule, c'est perso, hein, mais moi ça m'a bien. Voilà. Merci Tony. Eh ben les amis, je crois qu'on va conclure sur ça. Je tiens à remercier JP, merci beaucoup, merci Tony, merci Dune et un immense merci Nordine pour ta présence ce soir et toutes tes réponses. T'hésiteras pas à aller voir sur Twitter avec le hashtag The Walking Web, il y a pas mal de petites questions, il y a des échanges, il y a des commentaires. Et puis on se dit à très très bientôt, j'imagine. Et si tu veux passer, Nordine, si tu veux passer chez Volumique à Paris, tu es le bienvenu. Parce que Geoffrey, il est dans les mêmes bureaux que Étienne, hein, donc tu pourras. Je serais super content de venir vous rencontrer. Tu me donneras l'adresse en. On échangera Mais ils sont dans le sud de Paris, c'est le ghetto, hein, attention. Hein, c'est dangereux là. Et le ghetto, tu connais bien ça, Tony. Hein, j'en profite juste pendant qu'on est à l'antenne là, parce que. Là, je vais enfin sortir. Je me suis occupé, entre autres, de tout le community management aujourd'hui, alors que c'était une grosse journée, puisqu'on vient de cette campagne. Je voulais juste dire que je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout le monde ce soir, là, maintenant, mais je le ferai très vite, quoi, parce qu'on a énormément de messages. Donc, sur Walking Web, je vais devoir peut-être reporter un peu plus tard dans la soirée ou au fil de l'eau. Je retweeterai les gens, mais... Non, mais prends ton temps. De toute façon, on va faire un article et tout avec tous les liens dont on a parlé, tout ça. Donc, te prends pas la tête. Hein, tu peux répondre tranquillement. Et puis, merci à tous nos auditeurs. Je sais pas combien on était ce soir, mais merci à tous. Et puis, à la prochaine, en espérant que ce soit bientôt. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Salut à tout le monde. Ciao. Ciao. Merci.